Les turiféraires, les biographes de Dominique Deroux disent le contraire. Ils disent que c'est par l'UNESCO qui a donné à Deroux une conscience grand-gaulliste. Oui, disons que leur rencontre, qui venait de l'action française, donc anti-gaulliste également. Leur rencontre a suscité. Leur rencontre a suscité. Mais il y a aussi, effectivement, en Angola, à l'époque, une tentative d'organiser des manœuvres communes entre les flottes argentines, brésiliennes, portugaises, françaises et sud-africaines, de façon à obtenir une maîtrise de l'Atlantique Sud, que Dominique Deroux appelait, je crois, à certains moments, le Cinquième Empire. Oui. Cinquième Empire, ce qui est une idée qui lui vient du poète Pessoa, du poète portugais Pessoa. Et là, il y a effectivement aussi une piste à exploiter, ça pourrait être intéressant. Un dernier mot d'optimisme, parce qu'il faut savoir que quand on se bat, on a besoin de savoir qu'on a la possibilité de vaincre. Il se trouve que, quelle que soit la politique extérieure étrangère de la France, et quelle que soit la position apparente des états-majors français, il existe au sein même des forces armées françaises, comme il a existé au sein des forces armées russes à l'époque soviétique, un noyau d'officiers généraux et supérieurs très proches des services qui ont une politique eurasiatique et une vision eurasiatique forte, évidente, et qui sont prêts à mettre en œuvre. Voilà. Bon, quelqu'un veut-il poser des questions? Parce que oui. Moi j'ai une question sur la Russie. Il y a une chose qui me pose question, c'est le rapport entre les Russes et les Tatars. Je parle des Russes ethniques et des Tatars. Parce que il y a des divergences entre les slavophiles et les eurasistes, puisque les slavophiles souvent considèrent la victoire contre les Tatars comme étant en fait la grande victoire de la Russie. C'est la basilique, sa basilique de c'est ça. Puis après, il y a les eurasistes, il me semble que beaucoup en fait partie, qui sont animés par un rejet si violent de l'Occident qu'ils en arrivent même à dire, et je crois que Guy a dit, qu'il est fier de ne pas être ethniquement européen parce qu'il a du sang tatar dans les veines. Et que la civilisation. Non, mais au-delà de ça, c'est-à-dire que la civilisation tatar, de par la Horde d'or, la présence de l'Horde d'or à Moscou, est un bienfait auquel l'Europe n'a jamais eu droit. C'est-à-dire que cette vision raciste se voit au contraire peut-être pas dans les Mongols, mais dans les Tatars, quelque chose qui la distingue de tous les autres pays. Je crois que c'est plutôt un thème, c'est un thème très vaste qu'on ne peut pas aborder ici, mais peut-être probablement pour d'autres rencontres. Mais il est vrai que Marlène Laruelle a publié un ouvrage sur toutes ces questions et bien sûr sur les slavophiles qui idéalisent le moujik slave, le paysan slave, comme on a revalorisé ici en Flandre ou en Allemagne le paysan de la lande de Lunebourg ou le paysan de la Campine, en étant plutôt pro-européen et anti-tatar, tandis que Douguine, en fait, le grand événement de Douguine qui est passé totalement inaperçu dans la francophonie, c'est son très très longue interview dans Der Spiegel. Tout de même 1 million d'exemplaires du journal chaque semaine en Allemagne. Et il y a un très long interview qui montre effectivement qu'il est un eurasiste plutôt qu'un slavophile. Cependant, évidemment, les traditions sont mêlées. Parce que voit-on à la fin du XIXe siècle sous Alexandre II, Alexandre III et au début du règne de Nicolas II, la Russie se perçoit encore comme parfaitement européenne, membre du concert des nations européennes. Elle domine l'Eurasie, qui a une position, évidemment, qui ethniquement
n'est pas, en fait, qui démographiquement plutôt n'est pas en phase ascendante. Ce sont les Slaves qui se reproduisent à grande échelle et non pas les Kazakhs ou les Turkmènes, etc., qui sont très minoritaires. Donc c'est un empire qui est pour l'essentiel slave à cette époque-là. Et tout ça, c'est le grand slaviste Georges Nivin qui le met très bien en exergue dans un simple article d'un recueil très épais paru à l'âge d'homme sur la littérature russe de la fin du 19e siècle et de la première décennie du 1er siècle. Et ça nous rappelle Céline. On te dit, il faut de temps en temps lire Céline. Pour eux, à cette époque-là, ce qui va faire advenir l'homme bête, qui va faire advenir la monstruosité étatique, c'est une transposition dans la sphère européenne, aristotélicienne, gréco-européenne, du mandarinat chinois. Et ça, c'est ce qui va advenir et faire crouler les empires et faire crouler l'Europe. Et pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, la Chine, évidemment, c'est avant le Kuomintang, elle est en décadence totale. Elle est en décadence totale et on ne veut pas importer cette décadence. Donc il y a un eurasisme slave à cette époque-là qui va changer avec la révolution bolchevique. Elle va changer avec la révolution bolchevique où les premiers bolcheviques vont se dire oui, nous ne sommes pas des Slaves, nous sommes des Scythes. Et ça, c'est un certain Alexander Blok. Il va dire nous sommes des Scythes. Mais là, il reste encore dans une logique européenne. Et puis, il va y avoir la fusion slavo-touranienne. Donc la fusion des peuples slaves et tatars turcs. Et celle-là va avoir lieu après, à la fois dans le bolchevisme et dans une partie de l'immigration, dont Uccle, ici, qui a quand même été la capitale en exil de toutes les Russies, avec Karbin en Mandchourie. Donc ici, tout ça va être cultivé aussi, cette fusion slavo-tartare touranienne, qui est théorisée en Allemagne, très curieusement, par Oswald Spengler, à la fin de sa vie. Et ça, j'en parle dans le livre sur la Révolution conservative. Mais c'est un thème extrêmement vaste. Hein. Mais on peut parler, parfois, il y a eu de la slavophilie totalement anti-européenne. Oui, à la guerre de Crimée. Dostoïevski en était le garant. Je crois que c'est dans la préface des démons. Oui, et dans le journal d'un écrivain. Je crois que c'est Alexandre III qui s'oppose totalement à la pétersbourgisation. Oui, donc à l'urbanisation. Bon, ça, on en a parlé, tu en as parlé. L'urbanisation, mais européenne. Oui, parce que c'était... Il y a des pages très dures contre Saint-Pétersbourg, là, je sais plus. Ah oui, mais je récupérais un cours. C'est un bourbier qui est né d'un... Mais ça, c'est le grand problème de la fin du 19e siècle, c'est l'urbanisation auquel échappe la Russie partiellement. Donc elle a une population massivement rurale encore par rapport à un Occident et surtout à une Angleterre qui est totalement urbanisée, qui n'a plus que 27% de paysans ou de population rurale. Plus que l'urbanisation, c'est vraiment la ville de Saint-Pétersbourg. Ah oui, parce qu'elle était, c'est la porte de Pierre le Grand sur l'Europe, évidemment. Et qui a été interprétée comme la soumission totale de la Russie à l'Europe. Oui, donc tout ça est évidemment ambigu et dépend et varie d'un auteur à l'autre. Bon, il y a encore d'autres... Ah oui. Je voudrais ajouter quelque chose à la réponse. Parce que la question de Tatar, je connais bien. J'étais encore au mois de mai à Kazan, Tatarstan. Oui, je connais Kazan. Pour vous expliquer une chose, parce que je pense que la plupart des gens ici habitent Bruxelles. On est toujours... Tatarstan, c'est une république musulmane, officielle. Et maintenant, pour dire combien de burkas est-ce que j'ai vu à Kazan, vous pensez? Aucune. Zéro. Oui, combien ça... de voiles? Ouais. J'en ai vu presque pas. J'en vois beaucoup plus à Bruxelles où moi j'habite. Tout le monde s'habille comme il veut, mais je veux dire comment la ville musulmane, comment la République Tatarstan, elle est quand même... Vous savez que le Kazan qui est musulman, elle est plus européenne de vue quand on marche dans la rue que Bruxelles, que Paris, que même la plupart des villes en Europe. Deux, la plupart des gens pensent que les Tatars sont tous du type en racialisme, je veux dire mongol, un peu chinois. C'est pas vrai.
Je suis revenu du train de Kazan à Moscou. J'étais là, j'avais la chance, autour de moi 3 belles filles. Eh ben, si elles ne me disent pas qu'elles sont tatars, c'est pour ça qu'il y est voilà. On ne voit pas, elles étaient blondes. Oui. Un tatar n'a pas nécessairement un mongol, hein, je veux dire, le mongoline. Oui, mais et deuxième chose, et là je ne connais pas tout, mais je connais quelqu'un qui peut faire un speech là-dessus, russe. C'est qu'il y a, qu'est-ce qu'on appelle, c'est une séance, il y a 200 ans, on avait le mot de la rassologie. On connaît ça, hein? Elle était en Angleterre, en Allemagne, mais en Russie aussi. Mais là, on fait la différence entre la peau et les yeux, on mesure la tête. Il y a encore une autre étude scientifique, et c'est basé sur le, comment on dit ça, DNK, ADN en français. Oui. ADN, et qu'est-ce qu'il y a dans le sang. Et quand on regarde cette étude, je ne suis pas spécialiste, mais j'ai entendu déjà des échos, ça veut dire, quand on regarde le sang de tous ces peuples, les Russes et les Tatars sont plus compatibles que par exemple le russe et l'allemand. Et je pense que Dugin veut dire ça. Oui, ça il tient de Goumilev. Ouais, hein? Il tient de Aussi, Goumilev. ouais. Ouais. Aussi. Après Dugin, je l'ai entendu parler de ce genre de choses, il s'en méfie beaucoup parce que pour lui c'est de l'ultra-matérialisme, si vous voulez. Oui. Non, mais il y a aussi pour Kazan, est décédé le 16 août de cette année, en 2014, à 90 ans, le grand journaliste et militaire allemand Peter Scholl-Latour, qui a écrit dans son livre sur la Russie un chapitre très intéressant sur Kazan, justement, où il dit, oui, bon, bien entendu, c'est un islam qui est résolument anti-wahhabite. Et là, Poutine a redressé la situation parce que les Saoudiens avaient payé des prédicateurs pour, évidemment, détacher la République du Tatarstan, qui est très au nord de la Volga et de la Kama, pour couper, en fait, la Russie de la Sibérie à hauteur des monts Oural. Et il y a aussi, effectivement, c'est un islam, oui, c'est une sorte de... C'est le seul euro-islam qui existe, dans la mesure où il est très éloigné de toutes les formes de salafisme ou de wahhabisme, et notamment, bon, il est impossible de fêter le ramadan à Kazan, parce que là, en été, si le mois du ramadan survient en été, tout simplement parce qu'il n'y a pas de nuit noire, réellement noire. Et Scholl-Latour explique très bien que là, il y a effectivement un calendrier qui est décidé. Parce que c'est une question que posent des musulmans ici à Bruxelles. Il dit, mais même en Belgique, au mois de juillet, au mois d'août, au mois de juin, il n'y a pas de nuit noire. Donc je ne peux pas appliquer les règles de l'Arabie saoudite. Donc là, il y a toute une école de théologie. D'ailleurs, c'est la plus grande mosquée dans le nord, dans l'hémisphère nord. Hein. C'est celle de Kazan. J'étais à l'intérieur, au mois de mai. Ah, ouais. Elle est belle. Ah oui, c'est une très très belle bâtisse. Et je crois que la plus grande mosquée de Russie est à Saint-Pétersbourg. Oui. Oui, mais il y a un nouveau centre culturel gigantesque que Scholl-Latour avait photographié et qui était très très impressionnant. Bon, d'autres questions? Oui? Est-ce que maintenant, en fait, l'Europe ne s'est déjà pas déplacée à l'Est, puisqu'on le voit avec la Hongrie est peut-être le dernier pôle européen, quelque part, c'est très à l'Est, donc l'Europe s'est déjà déplacée. L'Europe s'est effectivement déplacée par l'Est, mais enfin, c'est ce qui s'est passé cette semaine-ci à Milan. C'est-à-dire que pour contourner les interdits américains, donc on s'aperçoit quand même que derrière l'Europe officielle qui dit oui oui aux Américains, qui fait les politiques américaines, qui condamne la politique de la Russie, etc., eh bien on va derrière la Russie, on traite avec les Chinois, mais pour traiter avec les Chinois, il faut disposer du réseau ferroviaire russe, des oléoducs, etc. Donc subrepticement, Obama est mis échec et mat par cette assemblée qui comptait les Merkel, les Barroso et les Van Rompuy. C'est très drôle, évidemment. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas nier
La présence, ça on pourrait dire c'est du matérialisme, mais non, il y a la présence de la Terre. Il y a la présence de la Terre, et les États-Unis sont une puissance extérieure à notre espace, eine raumfremde Macht, comme disait Carl Schmitt. Et le problème, et ça c'est peut-être une chose sur laquelle on pourrait conclure, c'est que la politique américaine est celle de pénétrer par les bras de mer ou par les mers intérieures le plus profondément possible pour pouvoir intervenir sur les voies de communication eurasiatiques. C'est le cas du Golfe Persique. L'intervention dans le Golfe Persique et en Irak, c'est ça. C'est pour pouvoir avancer ses pions le plus profondément à l'intérieur des terres. Les Britanniques l'avaient déjà fait en 1910, puisqu'ils occupent Koweït en 1910, et que c'est là que se joue tout le destin de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale. Et ça, j'en parlerai une autre fois. Et à travers la Méditerranée, et puis de la mer Noire, c'est une volonté d'aller le plus au nord possible dans la masse continentale eurasiatique. Et ça, c'est une constante de la géopolitique. Jean Parvulescu en parlait aussi, et il parlait aussi sur la fragilité de l'Europe et de l'Asie dans leur partie sud-orientale. Il en a parlé à l'époque des Balkans, en disant, il nous disait avec son langage de vieux soldats, il disait, s'ils nous tiennent par le sud-ouest, ils nous tiennent par les couilles, comme ils ont fait en Asie, au Vietnam, parce que le Vietnam, c'est l'aboutissement de tous les grands fleuves. Le Vietnam, l'Indochine, la Thaïlande, c'est l'aboutissement de tous les grands fleuves asiatiques. Qui tient cette partie-là de l'Asie tient en fait ses capacités à se projeter plus loin. Ici, notamment vers l'Australie, qu'ils tiennent à conserver. Et ça dans le sens où, avant c'était l'Autriche, aujourd'hui peut-être le pont à faire, c'est avec la Hongrie, quoi. Et en plus là-bas il y a le Jobbik, enfin il y a plein de choses pour pouvoir faire ces ponts. Oui, mais ici je crois que le Jobbik et même Orban dans un certain sens, ce qu'ils veulent c'est être approvisionnés cet hiver en gaz. Parce que la Finlande, même la Pologne qui rue dans les brancards, la Hongrie, la Roumanie et la Bulgarie dépendent quand même très largement du pétrole. Et s'il y a quelque part un blocage à hauteur de Kiev, je ne sais pas si la solidarité officielle des eurocrates avec le gouvernement de Kiev va tenir. C'est pas possible. Et l'hésitation en Ukraine de Poutine d'agir officiellement, on va dire. Oui, mais le temps joue pour lui, l'espace joue pour lui. À sa place, je ne ferai pas de grande rodomontade non plus. Wait and see. Il peut rigoler, il peut voir McCain s'époumoner, et puis déjà en Syrie, c'est le fiasco. C'est la nouvelle force tranquille. Ben, je crois que ici, le temps joue pour lui parce qu'il est maître de l'espace. Et puis, vous ne voulez pas de mes matières premières, je les vends aux Chinois. C'est aussi clair que ça. Qui d'ailleurs sont prêts maintenant à accepter d'être payés en rouble. Qui sont prêts, oui, puisque ça, c'est la grande offensive. Je disais, dans cette interview que j'ai remise il y a à peu près 10 jours, c'est que la dédollarisation est le premier objectif des BRICS et des nations asiatiques. Ensuite, c'est l'organisation de plus en plus perfectionnée des réseaux de communication, oléoducs, gazoducs, chemin de fer, au centre de l'Eurasie. Et ensuite, c'est déconstruire la nocivité de l'idéologie des droits de l'homme. Alors, les droits de l'homme, bon, tout ça est bel et bon, mais on n'en parlait plus dans les années 60. Toutes les gauches disaient « Oh, mais c'est un concept bourgeois, c'est un concept individualiste, il faut des réflexes plus groupaux, etc. etc. » Et puis, dans les officines du président Carter, à la moitié des années 70, on décide d'en faire un instrument pour déstabiliser quoi ? L'URSS de Brejnev qui organise les Jeux Olympiques en 1980. On utilise déjà les droits de l'homme pour déstabiliser la Russie de la fin des années 70. Et puis après, on va l'instrumentaliser à toutes les sauces. Et puis, comme par hasard, c'est aussi en 78 qu'apparaît sur la scène à Paris un certain Bernard-Henri Lévy,
qui se prétend dépositaire du testament de Dieu, rien de moins. Il écrit le testament de Dieu, et là-dessus, il rebondit sur toute la dialectique des droits de l'homme, et puis vous avez toutes ces mésaventures jusqu'à la Libye et jusqu'à Maïdan. Alors ça, les Chinois ont commencé dès les années 90 à dire, oui, mais ces concepts, ça sert à s'immiscer dans les affaires des pays, de tous les pays, quels qu'ils soient, et à les déstabiliser, à s'en servir comme d'un levier pour foutre la pagaille jusqu'à ce que ces pays s'effondrent en tant que policy, en tant qu'entité politique. Et ça, là-dessus, c'est un combat aussi. Montrer l'hypocrisie, comme le font d'ailleurs aussi les gauches américaines, hein, qui le font très bien, Chomsky, etc. Pour ne citer que lui, parce qu'il y en a d'autres. Donc en fait, la critique de toute cette idéologie, elle est beaucoup plus virulente aux États-Unis qu'elle ne l'est chez nous. Comme ça, on peut les citer. Ça vient de l'hégémone. Oui? Si maintenant, parce que moi je prévois que l'attaque de l'Union, Russie et la Chine et quelques autres, l'attaque au dollar, que ça peut foutre le dollar en air, oui? Oui, bon, si on n'emploie plus... Si le dollar perd sa dimension internationale, elle ne vaut plus rien. Mais oui, mais même si je te vends régulièrement du yaourt, et si tu manges ton yaourt le matin, mais si tu ne veux plus de mon yaourt, ben moi je dois le jeter à la poubelle, puisque la date de péremption sera passée, il y aura des mouches dessus, bon, rien n'en fait. Ma question, quelles sont les conséquences? Est-ce que les États-Unis vont chuter? Je pense, parce que leurs finances vont chuter. Mais deux, est-ce que les Américains ne sont pas obligés de commencer une troisième guerre mondiale? Ça, ils ont tous les trucs qui peuvent déclencher une troisième guerre mondiale, mais je ne sais pas s'ils seront suivis par leur population, parce que je ne sais plus qui disait aujourd'hui ici, il y a là-bas un refus de suivre. On n'est plus au temps de Roosevelt ou de Wilson, où les gens vont suivre comme un seul homme. C'est fini, ça. De toute façon, il y a aussi, malgré tout, l'idéologie puritaine et tous ces suckédanés qui peuvent être laïcisés ne concernent plus la majorité du peuple américain. Tu t'y attends une guerre ou pas? Ben, il y aura, non, je crois que maintenant les guerres seront isolées par personne interposée. Des guerres civiles en Europe, c'est pas nécessaire. Ben, Jean Parvoulesco, en 1995, a sorti un article très intéressant dans une de mes revues sur quand Chirac a testé une bombe atomique dans le Pacifique. Ben, le lendemain, qu'est-ce qu'il y a eu par les syndicats socialistes qui ont toujours été inféodés et payés par la CIA? Il y a eu des grèves dans le transport et on a bloqué toute la France par des camions qui bloquaient les autoroutes, qui bloquaient les ponts dans les Alpes. Et quand on bloque les ponts dans les Alpes, le tunnel sous le Mont Blanc par exemple, ou le passage de la route à Menton vers Gênes et vers Turin, on bloque toute la circulation en Europe, puisque c'est la voie numéro 5 qui va jusqu'à Kiev et jusqu'à Kharkov. Donc, en Europe, il ne faut même pas faire une guerre pour bloquer tout le système. Et puis ici, ben, là, Limonov a raison, c'est le grand hospice. Hein. C'est même plus le grand hospice, c'est le département des Alzheimer en Europe. Hein. Il suffit de voir les débats parlementaires qui ont lieu ces jours-ci, c'est très amusant. Il y en a certains où la déchéance se lit sous la forme de la bouche quand elle prononce des éructations. Je n'en dirai pas plus. Donc ça devient bon. Et puis bon, la France de Hollande, c'est terminé. Ici, on s'est déjà débarrassé du spectre d'Irupo.
En Allemagne, c'est pas beaucoup mieux, même si Merkel, furieuse de voir, parce qu'il y a encore toute l'affaire de la NSA, c'est ça le gros problème, c'est ça l'atout majeur des États-Unis, c'est qu'ils sont en train, la NSA est en train d'écouter tout ce que nous sommes en train de raconter, mais enfin ils nous connaissent déjà, donc ils doivent se verser un verre de gin en disant c'est toujours la même chose, Parvulesco, Stöckers, Dugin, on connaît, hein, roman, on connaît, bon. Donc ça n'a pas grande importance, mais Merkel se fait espionner. Comme je le disais dans ma conférence à Genève, ce n'est pas tant le fait qu'il puisse espionner Merkel ou nous espionner nous, ça n'a pas d'importance, mais chaque ingénieur qui travaille dans une industrie de pointe est surveillé par la NSA. On lui pompe tout ce qui sort de son ordinateur de façon à le vendre à des entreprises américaines. C'est ça c'est la force. C'est en fait une piraterie internationale. Je faisais le parallèle. Que s'est-il passé? Parce que l'histoire ne passe pas. Ce qui s'est passé il y a 1000 ans est toujours quelque chose susceptible de se passer demain. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé au XVe siècle? Ben, la Manche, l'Angleterre, c'était un nid de pirates. Il y avait eu une guerre civile entre les York et les Lancaster. Le pays était foutu, il était contraint de devenir pirate. Alors, on a envoyé un franc-comtois, Jean de Vienne, qui, malgré qu'il était impérial et ressortissait du Saint-Empire, s'est mis au service du roi de France pour nettoyer la Manche. Il y a partiellement réussi. Ça a recommencé après. Et alors la reine les a tous anoblis pour lutter contre l'armada du roi d'Espagne. Donc l'Angleterre, sa marque, son aristocratie n'est pas nécessairement une aristocratie terrienne. Ce sont des pirates qui ont été anoblis, qu'on appelle en espagnol los perros de la reina. Et donc les chiens de la reine. Et tout est à l'avenant. Et puis les États-Unis, c'est tous les paumés et tous les maboules qu'on a envoyés aux États-Unis sur le Mayflower. Il faut lire le livre de Christopher Hill, qui est un auteur anglais qui critique effectivement les formes perverses et complètement folles de protestantisme qui ont marqué le monde anglo-saxon. Et il y a beaucoup de livres sur ce sujet, je les cite régulièrement, d'auteurs catholiques, d'ailleurs souvent des Irlandais, qui se vengent des avanies subies par le peuple irlandais, et qui montrent que l'Angleterre a produit un nombre impressionnant au début du XVIIe siècle de maboules complets, et qui rejetait non seulement, en fait c'est un rejet de la renaissance humaniste byzantine et italienne de la fin du XVe et du début du XVIe siècle, c'est un rejet de la tradition d'Érasme, mais c'est aussi un rejet de la renaissance anglaise d'Élisabeth Ier, avec Shakespeare, avec un retour à l'Antiquité aussi, mais dans un cadre anglican cette fois-ci. Et toutes ces formes de dinguerie religieuse étaient un rejet de toutes les traditions, de tous les syncrétismes renaissancistes qui avaient émaillé le XVIe siècle européen, qui est un des siècles les plus fascinants de notre histoire. C'est un rejet de ça. Alors même le roi d'Angleterre a dit, écoutez, vous prenez un bateau et vous allez fonder votre Jérusalem nouvelle, pourquoi pas, je sais pas quoi moi, pourquoi pas Tombouctou nouveau, vous partez aux États-Unis. Le problème, c'est qu'ils ont déterminé toute la politique à partir de l'indépendance des États-Unis, en transformant toutes ces dingueries religieuses sous des oripeaux rationalistes. Et après, les paumés et les maboules américains sont partis coloniser l'Australie. Non, l'Australie, c'est autre chose. C'est convict colony, donc c'est une prison. Alors, il y avait une garnison avec une dizaine de soldats, et puis il y avait une prison. Et c'était des prisonniers. Et alors les prisonniers ont dit, oui, on veut bien rester ici, on ne va pas rentrer en Angleterre. C'est très bien, mais il nous faut des femmes. Alors on a raflé les prostituées dans les ports d'Angleterre et on les a amenées en Australie. Et c'est comme ça qu'ils se sont multipliés. Donc en Australie, c'est tous des pauvres gars, en général, qu'on sacrifiait allègrement à Gallipoli, ici dans les Flandres, ou sur tous les terrains, sur tous les théâtres de guerre, où on n'envoyait pas des Anglais, puisque les Anglais votaient pour le Premier ministre qui dirigeait tout le bazar. Les Australiens votaient pour un politicien local, mais donc s'il disparaissait de la surface de la Terre, ça n'avait pas grande importance.